Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous dis comment lire l'œuvre de Robin Hobb dans le bon ordre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, dans le fond, je vais faire comme une espèce de récapitulatif de toute la série là, du Royaume des Anciens de Robin Hobb, The Realm of the Elderlings en anglais. Comment la lire en fait dans le bon ordre parce que c'est quand même une série assez longue. En anglais, elle compte 16 livres et la façon dont ça a été traduit en français puis que les livres ont été divisés, là, ça en fait encore plus. Puis moi, je ne l'ai pas lu dans le bon ordre. Puis ça m'a un petit peu fait bip, là. J'étais pas super contente, mais je le savais pas. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'étais comme déçue. Fait que j'ai eu la proposition de Chantal de la Bibliothèque Jaune de faire une vidéo pour expliquer justement quel est le bon ordre pour apprécier tous les Robin Hobb à leur juste valeur. Donc c'est ça que je vais vous faire aujourd'hui. Avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres dont je vais parler se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, Robin Hobb, découverte pour moi l'an dernier. Ça fait 1 an et demi à peu près que je l'ai découverte grâce à des gens de ma famille qui m'ont dit « Daphné, il faut que tu lis ça, tu vas vraiment aimer, je te dis, c'est wow ». Puis je les remercie grandement parce qu'effectivement, j'ai adoré. D'ailleurs, j'en parle tout le temps. Fait que si vous êtes écœuré de m'entendre parler de Robin Hobb, ben cette vidéo n'est pas pour vous. Vous avez tout à fait le droit d'aller passer à d'autres choses. Mais bref, ça a été vraiment une découverte pour moi. C'est du fantasy. C'est vraiment très, très, très bon. C'est un monde complexe qui est extrêmement bien construit. Un système, en fait, 3 systèmes de magie qui sont merveilleux, qui sont compréhensibles, puis qui semblent réels, même s'ils sont complètement inventés, évidemment. Puis c'est vraiment une saga. Alors si vous aimez lire des longues séries avec des personnages extrêmement bien développés qui évoluent, qui changent beaucoup au cours de l'histoire, ben je vous encourage à découvrir cette série-là. Alors, on va commencer tout de suite par faire une mini présentation de qui est Robin Hobb. En fait, Robin Hobb, c'est son nom de plume, c'est même pas son vrai nom. C'est un pseudonyme qu'elle a choisi. Le vrai nom de l'auteur, c'est Margaret Lindom. Elle a aussi publié sous un autre pseudonyme qui est un peu plus proche de son vrai nom, là, qui est Megan Lindom. J'ai pas lu ce qu'elle a écrit sous ses autres noms, donc je peux pas vous dire c'est comment. Éventuellement, j'aimerais les découvrir. Elle est née en 1952, elle est toujours vivante, elle écrit toujours, alors on se croise les doigts pour qu'elle continue longtemps, longtemps. Elle est américaine, en Californie, et puis donc ça fait un petit portrait d'elle. Cette série-là, The Realm of the Elderlings, commence en fait par une trilogie. Alors là, moi, j'ai complètement flanché. Je ne les possédais pas tous et je les ai tous achetés. J'ai fait ma commande sur les libraires pour encourager des librairies d'ici. Et puis la première trilogie, c'est The Farseer Trilogy que j'ai ici. Alors, on a en premier Assassin's Apprentice, ensuite Royal Assassin, et ensuite Assassin's Quest. En français, ça a été publié par Pygmalion et ça a été divisé en 6 volumes. La série s'appelle L'Assassin Royal et Assassin's Apprentice, ça devient un livre, l'apprenti assassin parce que c'est le plus petit. Ensuite de ça, Royal Assassin devient 2 livres, L'Assassin du Roi et La Nef du Crépuscule. Et le dernier de la trilogie qui est Assassin's Quest devient, lui, 3 livres. On a Le Poison de la Vengeance, là je regarde mes notes en même temps là, parce qu'il y en a bien trop, La Voix magique et La Reine solitaire. Donc ça, c'est la première trilogie en anglais, puis les traductions françaises. En français, ça a aussi été regroupé sous une série qui s'appelle La Citadelle des Ombres, les 2 premiers volumes. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Dans la première trilogie, on apprend à connaître Fitz-Chivalry, en anglais Fitz-Chivalry, qui est le fils bâtard du prince Chevalerie, qui est en fait le dauphin du roi. Ça se passe dans un royaume qui s'appelle les 6 duchés.
dans la capitale qui s'appelle Castlesare en français, qui s'appelle Buckkeep en anglais. Puis dans le fond, on va suivre l'histoire de Fitz qui va être entraîné pour devenir, parce que dans le fond, vu que c'est un bâtard, il est loin là, dans la ligne de succession du trône de la famille des Loin-Voyants, Farseer en anglais. Il est quand même très brillant comme jeune homme. Il a des aptitudes spéciales, donc il possède l'art, de skill en anglais, qui permet de faire d'un peu genre de la télépathie, puis d'influencer les pensées des gens. Et il a aussi le vif qui permet d'avoir un lien avec des animaux. Donc, il est comme doublement doué, là. Et puis, dans le premier roman, on suit vraiment à partir de son enfance jusqu'au début d'adolescence et il est entraîné pour devenir un apprenti, un assassin en fait, un assassin pour le roi, pour l'aider à dealer avec des petits problèmes, mettons, dans d'autres royaumes ou ailleurs de façon un peu louche et croche. Et entraîner un adolescent pour faire ça, on s'entend que ça va le marquer pour le reste de sa vie. Alors, on met en place ce qui va se passer dans le fond pour Fitz. Ensuite de ça, le royaume des Siduchés va devenir sous attaque. Ça va être plus dans le deuxième livre, là, sous attaque. Ben, en fait, ça commence dans le premier. C'est ça le thème de toute la première trilogie. Là. Ils sont sous attaque des pirates rouges qui viennent d'îles qui sont pas mal plus loin. Là. Dans le fond, ils viennent attaquer puis ils font quelque chose aux gens qui les rendent un peu comme des zombies. Ils veulent pas manger des cerveaux, là, mais ils ont plus d'émotions, ils se reconnaissent plus entre eux, puis tout ce qu'ils veulent, c'est voler, tuer. C'est vraiment terrible. Ils n'ont plus de sens d'identité, donc il faut vraiment combattre cette menace-là. Alors Fitz va continuer de grandir, puis il va perfectionner sa connaissance de l'art, il grandit, il devient plus vieux, là. Je pense que quand le livre finit, il doit avoir à peu près 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, il devient un homme, il apprend à se battre. Puis, dans le dernier de la trilogie, ben, c'est la conclusion, dans le fond, de cette quête-là d'éliminer les pirates rouges puis de trouver une solution à ce gigantesque problème. Aussi, comment faire survivre la lignée des Loin-Voyants, des Farseer. Il y a aussi un vilain là-dedans qui s'appelle Royal Regal en anglais, qui en veut énormément à Fitz d'exister. Donc, c'est vraiment épique. C'est la série qui m'a fait tomber complètement amoureuse de l'univers du Royaume des Anciens. Alors, première trilogie lue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va complètement ailleurs avec les Life Ship Traders. Alors, dans The Life Ship Traders Trilogy, il y a 3 livres, ça le dit. Le premier, c'est Ship of Magic. Ensuite de ça, on a Mad Ship. Puis après ça, on a Ship of Destiny. Ça se passe complètement ailleurs. En français, la série s'appelle Les Aventuriers de la mer et ça a été encore une fois divisé en plusieurs volumes. Ship of Magic, c'est devenu Le Vaisseau Magique, Le Navire aux Esclaves et La Conquête de la Liberté. Oui, oui. 3 livres en français. The Mad Ship, c'est devenu Brume et Tempête, Prison d'eau et de bois et L'éveil des eaux dormantes. Et Ship of Destiny, c'est devenu Le Seigneur des Trois Règnes, Ombre et Flamme et Les Marches du Trône. Ces 3 romans-là en anglais et les 9 volumes que ça donne en français ont été aussi regroupés sous une espèce de chapeau qui s'appelle, une édition qui s'appelle L'Arche des Ombres, qui contient 3 volumes. Donc L'Arche des Ombres 1, 2 et 3, que moi j'ai lu dans ce format-là. Je vous reviens un petit peu plus tard avec le Lord, là, pourquoi ça m'a agacé tantôt. Alors, dans cette série-là, on change complètement de setting. Là. On s'en va dans une autre ville qui fait partie du même royaume, en fait, du même monde créé par Robin Hobb. On s'en va à une ville qui s'appelle Terrillville en français, Bingtown en anglais. Et on va suivre, dans le fond, cette ville-là qui est faite de marchands. C'est une ville qui a été mise sur pied, créée par des gens qui voulaient vraiment faire du commerce
et le commerce se passe par bateau. On va aussi découvrir ce qui est tout le fleuve du désert des pluies qui est lié avec la ville de Terrillville. Puis un nouveau concept qui est introduit, en fait on en avait déjà entendu parler un petit peu de loin dans la première trilogie, mais les vives nefs, donc de Life Ship, c'est ça, ce sont les vives nefs, ce sont des bateaux qui sont faits dans un bois spécial qui résiste aux eaux acides du fleuve du désert des pluies. Et ces vaisseaux-là, ce qu'ils ont de spécial, c'est que quand un troisième membre d'une famille meurt sur le bateau, sur le pont du bateau, ses souvenirs s'en vont dans le bois et ça donne vie au vaisseau. Donc, les figures de proue des vives nefs sont vivantes, elles bougent, elles parlent. Ces bateaux-là sont évidemment bien plus efficaces que des vaisseaux normaux parce que la figure de proue, vu que le bateau est vivant, il peut mieux réagir à tout ce qui l'entoure, que ce soit des tempêtes, les marées qui montent, qui descendent, etc. Donc, ça donne un avantage aux marchands de Terrillville. Puis, vu que ce sont les seuls vaisseaux qui résistent aux eaux acides du fleuve du désert des pluies, ça permet d'aller chercher là-bas des trésors. Parce que sur le fleuve du désert des pluies, il y a les cités des anciens. On a entendu parler des anciens la première fois dans la première trilogie. On en parle beaucoup dans Assassin's Quest, dans le dernier. On apprend qu'il y avait des gens qui habitaient anciennement les terres qui sont maintenant peuplées par nos personnages. Ces gens-là ont complètement disparu. Il y aurait eu une catastrophe naturelle, mais on n'en sait pas plus. Ils ont laissé des trésors parce que leur technologie, en tout cas, je ne sais pas vraiment le bon mot, là, mais leur façon de faire permettait de créer des objets qu'on ne sait plus comment recréer maintenant à l'époque des romans. Puis, on les retrouve dans des vestiges, puis on peut en faire le commerce et ça rend les marchands de Terrillville extrêmement riches et ça leur donne un avantage. Et puis, dans cette trilogie-là, dans le fond, on va suivre quelques familles, en particulier, on va suivre les Vestrites, les Cuprus, puis on va suivre aussi le pirate Kenneth Lodlock, Lutchance en français. Donc, il y a de la piraterie, il y a plein de rebondissements, il y a de la magouille, il y a de l'amour, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a aussi des serpents de mer. Il y a des serpents de mer qui ont leur propre quête. Je ne veux pas trop vous en dire. Ils représentent comme un genre de danger, mais en même temps, on peut comprendre leur motivation en tant que lecteur. Il va y avoir des liens avec ce qui se passe sur le fleuve du désert des pluies, puis avec les anciens qui ont disparu. Alors, on va tout suivre ça. Ça va aussi être l'arrivée un peu plus proéminente du concept de dragon, là, puis en tout cas, je ne vais pas trop vous en dire encore là, mais c'est super bon, c'est du fantasy à son meilleur. J'ai vraiment aimé cette trilogie-là. Puis ensuite de ça, ce qu'on doit lire, c'est une deuxième trilogie qui met en vedette Fitz et son ami le fou qui s'appelle The Tawny-Man Trilogy. Alors, The Tawny-Man Trilogy, le premier, c'est Fool's Errand. Ensuite, on a Golden Fool. Et le dernier, c'est Fool's Fate. The Tawny-Man Trilogy, en français, ça a été traduit avec... dans le fond, c'est la suite de l'Assassin Royal. Fait que ça fait partie comme de la même série de livres qui devient une série de plein de livres. Parce que Fool's Errand est devenu 2 livres. Donc, Le Prophète Blanc et la Secte Maudite. Golden Fool aussi est devenu 2 livres, Les Secrets de Castelserre et Serment et Deuil. Fool's Fate est devenu 3 livres. On a Le Dragon des Glaces, L'Homme Noir, Adieu et Retrouvailles. Donc, ça fait en tout 7 livres en français pour 3 livres en anglais. Et les volumes français ont été regroupés sous... Encore une fois, La Citadelle des Ombres, les 2 derniers volumes. Donc, La Citadelle des Ombres, en tout, fait 4 volumes, 1, 2, 3, 4, et suit au complet Fitz et le Fou dans leurs aventures. Mais c'est pour ça que ça m'a pas plu, parce que L'Arche des Ombres est complètement à part. Puis si tu commences à lire La Citadelle des Ombres, ben tu veux continuer, sauf que là, en étant sur le même
titre, ben tu t'imagines que c'est complètement la suite, mais non, parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent dans The Tonyman Trilogy, là, dans Fool's Errand, puis ça qui sont des rappels de ce qui vient de se passer dans Les Aventuriers de la Mer, dans The Lifeship Traders, parce que c'est la suite. On a plein de personnages qui viennent de Lifeship Traders, qui sont là-dedans, en particulier les dragons, puis comme ils sont au centre de l'intrigue de cette trilogie-là, personnellement, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens d'avoir fait une collection de la Citadelle des Ombres, puis d'avoir gardé le même titre, puis de les avoir mis ensemble, parce qu'on en manque tellement. Oui, ça se lit quand même bien, puis je suis pas morte là, de l'avoir lu comme ça, j'ai quand même réussi à comprendre tout ce qui se passait. Mais après ça, quand j'ai lu L'Arche des Ombres, Les Aventuriers de la Mer, bref, j'étais comme vraiment fâchée d'avoir manqué tout ça. Puis c'est une des raisons pour laquelle je veux tout relire dans le bon ordre, parce que je suis sûre que j'ai manqué des informations. Il y avait des affaires qui me semblaient un peu bizarres, pas trop claires, puis que là, je vais comprendre en fait. Bon, fait que pétage de coche fini. Je veux pas trop vous en dire sur cette trilogie-là, sauf que dans le fond, on retrouve Fitz 15 ans après la fin de la première trilogie. Il vit maintenant en ermite. Il a adopté un jeune garçon, puis il est avec son fidèle compagnon Œil de Nuit, son loup. Dans le fond, il y a le fou qui vient le sortir de son espèce de petite vie tranquille, bien rangée, solitaire, parce qu'il y a des menaces contre l'héritier de la couronne des six duchés, qui est le prince Devoir. Et puis là, encore une fois, ce qui était la notion de la magie du vif, là, de wit, qui est la magie qui permet de se lier à un animal, refait surface parce que ça n'a jamais été une magie très, très acceptée. Puis là, il y a encore une fois, il y a de la magouille, il y a des complots, des plans machiavéliques pour éliminer la lignée royale. Puis là, ben, Fitz est replongé là-dedans. Puis ensuite de ça, ça va se transposer plus tard. Dans le fond, c'est que le fou, qui est un prophète blanc qui peut voir l'avenir et puis influencer comment les événements se passent pour obtenir le meilleur résultat pour l'humanité en général. Dans le fond, le fou, lui, il veut que les dragons reviennent. Puis pour qu'ils reviennent, ben, il doit y avoir certaines choses qui vont se passer. Donc, le fou va vraiment avoir cette quête-là. Fitz est plus ou moins d'accord. En fait, il ne croit pas vraiment au retour des dragons, là. Puis Fitz serait le catalyseur du fou, là, qui permettrait de changer les choses. Il ne croit pas trop non plus, mais le fou est son ami, alors il suit un peu là-dedans. Puis ça va les amener justement sur une île lointaine qui s'appelle Aslefjal. Pas facile à dire. Dites 3 fois rapidement Aslefjal. Donc, ils vont aller pour libérer un dragon qui serait là enfoui depuis des centaines d'années, mais c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est une légende. Il y a aussi des alliances politiques qui se créent. C'est vraiment très, très bon. La relation entre Fitz et le fou évolue beaucoup, d'une façon que certains aiment beaucoup, que moi, j'aime aussi, mais... En tout cas, j'ai des réserves, là, mais on voit l'évolution des personnages, on comprend plein d'affaires qui se sont passées dans la première trilogie, qui sont expliquées dans celle-ci. Le monde créé par Robin Hobb continue d'évoluer, de grandir, puis c'est là qu'on voit que, tu sais, son imagination est vraiment extraordinaire, puis elle pense à ce qu'elle fait. Puis quand elle a mis quelque chose dans un premier livre, ben elle y trouve une explication plus tard. Est-ce qu'elle l'avait prévu ou est-ce qu'elle a fait du backtracking? Bien ça, il y a seulement elle qui le sait, mais c'est tellement bien fait qu'on s'en fiche. Et c'est super émouvant aussi comme série. Et ensuite de ça, on revient à notre univers de Terrillville, Bingtown, avec une série de 4 livres. Alors, en anglais évidemment, parce que en français, encore une fois, ça a été divisé en plein de volumes. Alors, le premier, c'est Dragon Keeper, en anglais. Ensuite, on a Dragon Haven. Après ça, City of Dragons, puis Blood of Dragons. Alors, si vous en doutiez pas, bien évidemment, ça parle de dragons. En français, ça a été publié sous le titre de La Cité des Anciens. Le premier, Dragon Keeper, a été traduit sous le titre Dragons et serpents et les eaux acides. Dragonhaven a aussi été divisé en 2 volumes qui sont La Fureur du fleuve et La Décrue. City of Dragon, lui, ça devient Les Gardiens des souvenirs et Les pillards.
Et finalement, Blood of Dragons devient le vol des dragons et le puits d'argent. Donc, dans cette série-là, ça se passe en fait sur le fleuve du désert des pluies dont on a entendu parler dans la série de Lifeship Traders. Les dragons sont de retour, mais ils ne sont pas très en forme, ils sont un peu faibles, on va dire. En fait, le souhait du fou a été exaucé. Tout ce que le fou a réussi à faire à travers toute la série a mené à la réapparition des dragons, on va dire, mais ils sont comme des dragons un peu handicapés, mal formés, et puis ils deviennent une source de problèmes, en fait. C'est difficile de vous en parler sans vraiment donner des spoilers, pour vrai, là. J'ai pas envie de vous divulgacher toute la série au complet. Il y a beaucoup de liens avec la série de Lifeship Traders. Il y a plein d'explications. On comprend ce que sont les Vives-Nefs exactement. On nous donne plein d'informations sur les serpents de mer, sur les anciens. Et puis, dans le fond, les dragons qui sont sur une plage près d'une ville qui s'appelle Kassarik deviennent un problème parce que même s'ils sont un peu mal formés, ben ça reste des dragons, il faut les nourrir, ils grandissent un peu, puis ils deviennent une nuisance en fait. Alors les humains vont créer une espèce de société là, de jeunes un peu des parias là, de leur société, puis ils vont leur donner la tâche d'amener les dragons ailleurs, leur trouver un autre endroit où ils vont pouvoir vivre. Les dragons, eux, disent qu'ils ont souvenir d'une autre cité d'anciens qui s'appelle Kelsingra. Est-ce que Kelsingra existe ou pas? On ne sait pas trop, mais bref, ils décident de prendre le fleuve vers l'intérieur des terres à la recherche de cette cité-là. Puis, au cours des 4 romans, ça va vraiment être cette quête-là qu'on va suivre. Donc, les 2 premiers se passent vraiment sur le fleuve. Puis ensuite, les 2 derniers, ben qu'est-ce qui arrive un coup qu'ils ont trouvé un endroit où les dragons peuvent s'établir. Il y a tout aussi la notion d'avarice parce qu'il y a aussi des gens qui disent que les parties de dragons sont des remèdes miraculeux pour soigner toutes les maladies. Il y a le vilain qui est le duc de Chalced. Chalced, c'est un autre royaume qui est adjacent au Siduché. Ils sont des pas fins, là, pour vrai, là, dans Chalced. C'est super... c'est une culture super guerrière, super sexiste. Puis le duc de Chalced, il est malade, il veut pas mourir. Fait que là, il envoie des gens chercher des parties de dragons, mais pour ça, il faut tuer des dragons. Mais là, est-ce qu'on veut tuer des dragons? Parce que les dragons sont des êtres qui pensent, qui réfléchissent, qui ont des émotions. Puis ça peut aussi rapporter beaucoup de sous si on arrive à prendre un œil de dragon, mettons, du sang de dragon. Fait que tout ça est interrelié là-dedans. Il y a encore une fois de la politique, des magouilles, des complots. Puis c'est vraiment bon. Il y a une petite partie comme un triangle amoureux. C'était pas ma préférée des séries de Realm of the Elderlings, le Royaume des Anciens, mais je trouvais que ça valait la peine quand même de la lire parce que, encore une fois, le royaume, le monde créé par Robin Hobb se développe. On a plein d'informations qui nous sont données. C'est juste magnifique là, ce qu'elle imagine, ce qu'elle crée. Les personnages, il y en a qui sont chouettes, il y en a qui sont moins chouettes, mais ce que j'aime, c'est qu'il y en a beaucoup qui évoluent, là, qui vont commencer en étant super égoïstes, narcissiques, puis qui vont devenir autre chose par la suite. Il y en a qui ne changent pas, il y en a qui s'en vont dans l'autre sens. Donc ça, c'est intéressant à suivre aussi. Et puis, on finit avec la dernière trilogie qui met en scène le Fitz et le Fou. C'est aussi la dernière trilogie pour l'instant du Royaume des Anciens. Alors, on a en premier Fool's Assassin. Ensuite, on a Fool's Quest. Et ensuite, on a Assassin's Fate. En français, ça a été publié sous un autre nom. Là, on n'est plus dans la Citadelle des Ombres, on est dans un autre titre de trilogie, ce qui est beaucoup mieux tant qu'à moi. C'est Le Fou et l'Assassin. Alors, Fool's Assassin a été traduit pour devenir 2 volumes. Le Fou et l'Assassin et la fille de l'assassin. Ensuite, Fool's Quest devient Enquête de vengeance et le retour de l'assassin. Et Assassin's Fate devient Sur les rives de l'or et le destin de l'assassin. Dans cette trilogie-là, on vient retrouver évidemment Fitz. Encore plusieurs années ont passé depuis la trilogie là, de Tawny Man Trilogy. Maintenant, il est rendu dans la cinquantaine, début soixantaine. Il vit une
vie bien rangée de seigneur sur un domaine. Là, vous verrez pourquoi ensuite. Puis, il n'y a plus de nouvelles du tout de son ami le fou. Ça l'inquiète un peu, mais bon. Puis là, il reçoit comme des messages comme quoi le fou serait peut-être en danger. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il se fait dire qu'il faut qu'il trouve l'enfant du fou. Est-ce que le fou a vraiment un enfant, un fils ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, ben, tu sais, il est dans le titre de la série, le fait que je gâche pas trop rien, là, mais le fou va finir par revenir dans la vie de Fitz, puis le ramener encore une fois dans l'action, là. On dirait que c'est toujours lui qui le sort de son marasme. Le fou a une quête. Sa quête, c'est en fait de détruire les servants. On apprend que à la fin de Tournament Trilogy, le fou est retourné dans son patelin d'origine, dans sa région d'origine, qui est encore plus dans le sud du continent, mettons, créé par Robin Hobb. Il est retourné voir les servants, qui sont des gens qui sont là, en fait, pour aider les prophètes blancs. Mais qu'en fait, ces gens-là l'auraient torturé. Donc là, le fou veut se venger. Il veut détruire les servants parce qu'il dit qu'ils sont maintenant rendus contre nature. Ils ne font pas vraiment ce qu'ils devraient faire. Ils ont pris le pouvoir pour eux et ils influencent l'avenir selon ce qui les rendrait plus puissants ou selon leurs désirs, en fait, là, pour que ça arrange leur vie à eux, dans le fond. Donc, le fou veut les détruire, puis il amène Fitz dans sa quête. C'est la conclusion de toute l'histoire qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est pas juste la quête du fou, ça devient aussi la quête de Fitz de découvrir qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il est encore un assassin, est-ce qu'il est plutôt un fils de roi, est-ce qu'il est un bâtard, est-ce qu'il est un homme normal, est-ce qu'il a été un bon père pour sa fille Horty. C'est tout ça, c'est lié avec la cour, donc il y a de tout, puis c'est une conclusion, moi je l'ai trouvée parfaite pour toute cette histoire-là. C'est super émouvant, encore une fois, plein de réponses qui nous viennent par rapport à des questionnements qu'on a fait, plein de trucs qui nous sont expliqués. C'est vraiment, puis la fin est complètement poétique à souhait, là. J'ai pleuré comme une madeleine. Je pleure encore, en fait, j'y pense, puis je suis encore triste. Mais donc, c'est ce qui vient conclure la série du Royaume des Anciens de Robin Hobb. Ok, je pense que la vidéo est assez longue, fait que je vais m'arrêter ici. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cet univers-là. J'espère aussi que vous savez un peu mieux dans quel ordre les lire, contrairement à moi. Donc, faites pas comme moi, là. Allez-y vraiment dans l'ordre parce que ça vaut vraiment la peine. Ça rajoute à l'expérience. Si vous êtes capable de les lire en anglais, je vous encourage à le faire parce que c'est pas que c'est pas bien traduit, mais c'est qu'il y a tellement de livres en français, là, ou prenez-les à la bibliothèque, je sais pas, là, j'ai aucune idée pourquoi l'éditeur a choisi de faire ça comme ça. Parce que oui, ça devient des bonnes briques en anglais, là, mais c'est très faisable. Bref, toutes les informations sur ce que j'ai dit se retrouvent dans la barre de description juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'être là. Venez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vidéo fleuve. Et je vous revois bientôt. Bye bye!